Nicolas Normand, bonjour. Bonjour Hichem. Vous êtes ancien diplomate, vous êtes aussi chercheur, vous avez surtout une connaissance aujourd'hui reconnue de l'Afrique, des pays africains. Vous étiez en poste au Mali, au Congo, au Sénégal, en Gambie, et vous connaissez bien d'autres pays. Et vous avez rédigé un super livre, d'ailleurs, qui est une référence, qui s'appelle Le Grand Livre de l'Afrique. Alors, pour démarrer cet entretien, la décision de la France de quitter, en fait, à partir de Barkhane, de revoir et transformer complètement cet outil, est-ce que, selon vous, est-ce un élément qui va produire un électrochoc dans la région? Alors d'abord, c'était une décision qui était très attendue, qui était souhaitée par la plupart des chercheurs, des experts présumés du Sahel, parce que il y avait un certain nombre de critiques qui étaient faites au dispositif qui existe depuis 8 ans, qui s'appelle Barkhane, qui a succédé à Serval. Les principales critiques étaient de deux types. Premièrement, on trouvait que le dispositif était trop autonome. C'était une opération militaire extérieure française, donc il travaillait pas suffisamment en collaboration étroite avec les armées locales, notamment l'armée malienne. C'était la première critique. La deuxième critique, c'était justement une trop forte visibilité française qui résultait de cela, et donc une accusation facile. Ça se prêtait à des accusations faciles de néocolonialisme. Voilà. Et tout le monde recommandait ce que le président Macron finalement a annoncé, c'est-à-dire un changement assez radical, sans néanmoins se retirer. Il s'agit d'une réduction d'effectifs, peut-être de moitié, mais en 2 années, donc progressivement. Et surtout, il s'agit de se recentrer sur l'armée malienne. Et il s'agit de se recentrer aussi sur un dispositif plus multilatéral. Donc la France apparaîtra moins en première ligne. On mettra en avant Takuba, qui est une opération pas clairement européenne. Je veux dire, je suis pas sûr qu'il y ait un drapeau européen. Ce serait bien qu'il y ait un drapeau européen, mais c'est en tout cas pas une opération strictement française, même si la France en sera la colonne vertébrale. Il est clair que l'essentiel des effectifs resteront français, mais le drapeau ne sera pas seulement français. Voilà, ça c'est très important. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que ça va travailler avec l'armée malienne. C'est une sorte d'hybridation, c'est-à-dire l'armée malienne, elle n'est pas opérationnelle, ou les armées sahéliennes, c'est pareil au Burkina et au Niger, ce ne sont pas des armées opérationnelles, efficaces, qui peuvent faire face actuellement aux groupes armés djihadistes. Donc il s'agit de les renforcer sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan du matériel, du renseignement, etc. Donc on Mais va on aurait dû faire ça on aurait depuis pu le faire plus tôt, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pertes de temps et le timing aujourd'hui, on dirait qu'il est en réaction un peu à cette espèce d'exacerbation française qui est très mal comprise par l'Afrique. Alors effectivement, en fait, Macron a tiré un peu le bilan du succès mitigé de l'opération et des échecs ou des erreurs. Succès mitigé, succès quand même parce que ça a empêché, à mon avis, les grandes villes du Mali, notamment, de tomber aux mains des djihadistes. Il est clair que sans Barkhane, le Mali aurait sombré dans un chaos avec des groupes djihadistes qui se seraient sans doute battus entre eux, puisqu'ils sont divisés aussi. Et donc, on a évité cette catastrophe quand même. C'est très important. Ça, c'est le succès non visible, si vous voulez. C'est ce qui se serait passé en l'absence de Barkhane. C'est certain que ça se serait passé comme ça, parce que d'abord, l'armée malienne avait été déjà battue dans ce cadre en 2012. Elle avait été même battue une deuxième fois en 2014, seulement par les séparatistes. En plus, on a vu ce genre d'événements se produire en Somalie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Donc, on aurait eu une répétition de cet événement, c'est-à-dire de prise de pouvoir par les djihadistes, sans Barkhane. Voilà. Mais en même temps, on ne perd pas la guerre, donc c'est très important, mais on ne gagne pas la guerre, n'est-ce pas? Donc, on donne en fait un répit au pouvoir malien, burkinabé, nigérien, pour traiter les problèmes, pour traiter les racines du mal. Je crois qu'il y a 3 problèmes qu'ils doivent traiter dans cet intervalle, dans ce temps de répit. C'est de rendre efficaces leurs armées, de les rendre opérationnelles. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de réoccuper le territoire libéré, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de chasser les groupes djihadistes. S'il n'y a personne, ils vont revenir. Donc il faut administrer ce territoire.
Et en administrant ce territoire, il faut offrir des services à la population pour que l'État soit apprécié. En fait, la population, elle compare un peu l'offre des djihadistes et l'offre de l'État, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'offre de l'État, ben, elle choisit par nécessité ou par obligation aussi les djihadistes. Et le troisième point, c'est qu'il faut donner une perspective à la jeunesse, parce qu'il faut traiter les causes profondes du mal aussi. Il y a une jeunesse désespérée parce qu'il n'y a pas d'intégration économique, sociale, et donc il faut aussi répondre à ce problème. Les choses. Et il faut que les États agissent. Alors, le président Macron a trouvé que les États, il l'a dit, hein, il les a un peu critiqués au passage, n'avaient pas assez réagi pendant ce temps. Ça fait, il y a quand même 8 années que l'armée française est sur place. On n'a pas vu beaucoup de changements au niveau de la gouvernance, de l'administration des territoires libérés par Barkhane, etc. Mais c'est pas uniquement cet aspect qui pêche dans cette affaire, mais est-ce que ces solutions, ce dont on parle aujourd'hui, n'arrivent pas un peu trop tard par rapport à l'aggravation de la situation? Aujourd'hui, on assiste à une dissémination du terrorisme, et je ne parle pas de djihadisme parce que peut-être le mot est mal choisi, parce que c'est un habillage de plusieurs labels. Mais est-ce que aujourd'hui on est face à le bon tempo et la bonne décision? Alors, le tempo, là, il vient de la nécessité de faire un bilan. Ça fait longtemps que Macron lui-même en parlait, mais ça vient aussi le timing s'explique évidemment par le deuxième putsch à Bamako, qui obligeait de toute façon à reconsidérer la coopération, au moins avec le Mali. Voilà. Ça, c'est le timing qui. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? C'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Il aurait mieux valu faire des réformes plus tôt, ça c'est vrai. Peut-être que votre question, Hichem, c'est est-ce que la situation n'est pas maintenant désespérée? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Alors, je pense que le combat contre le radicalisme salafiste armé, qu'on appelle pour simplifier le djihadisme actuellement, c'est un combat de longue haleine. La victoire n'est pas possible en réalité du point de vue seulement militaire. On sait que dans ces guerres asymétriques, même avec une aide internationale, la victoire n'est pas possible. Il faut éviter simplement de perdre la guerre. Et donc, il faut que les États réagissent. Le président Macron a trouvé qu'il ne réagissait pas assez. C'est sans doute vrai, mais ont-ils les moyens aussi de réagir? Il faut réagir sur le plan moral, c'est-à-dire ne pas se résigner au djihadisme et vouloir négocier, c'est-à-dire peut-être capituler, enfin on en parlera. Et puis également prendre des mesures fortes. On a bien vu que le président Ibeka au Mali, c'était un peu la navigation à vue, on voyait pas des grandes réformes, etc. Et même les autorités de transition après le putsch, on n'a pas vu non plus, en dehors des annonces, beaucoup de réalisations. Alors, est-ce que ces États ont les moyens moraux, matériels, financiers de réagir? Personne ne peut répondre à Mais cette. on le sait, on a des réponses pour ça. Ça fait depuis 2012 qu'on voit l'effritement, je dirais même le délitement de cette zone pays par pays. On a les éléments de décryptage. Alors, le pire n'est jamais sûr quand même. Moi, je pense que, regardez, par exemple, prenons l'exemple tout à fait en dehors de l'Afrique, de la Chine. La Chine était un État failli pendant tout le 19e siècle, avec des groupes armés partout qui s'entretuaient. Le pouvoir ne contrôlait pas le territoire. Et jusque dans les années 70, il y avait encore des famines, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment dans le dernier quart du siècle passé que la Chine a fait ce réveil extraordinaire. Alors, je dis pas que c'est ça qui va se produire au Sahel, mais je vais dire qu'on ne peut pas préjuger des années à venir quand même. Peut-être qu'un homme providentiel va mobiliser les énergies, les opinions et prendre des réformes radicales. Il faudrait aussi que la communauté internationale appuie plus sérieusement le Sahel. Il est évident que le Sahel ne reçoit qu'une portion très congrue de l'aide publique au développement et en plus une aide mal adaptée puisqu'on n'a pas traité la question de l'armée jusqu'à récemment, la police, la justice, toutes ces fonctions régaliennes n'ont pas reçu d'aide. De même, le secteur informel qui ne paye pas d'impôts, ben, ça n'alimente pas les recettes de l'État, ça ne permet pas de payer l'administration. Il faut peut-être réformer ça aussi. Et là, les bailleurs de fonds n'ont pas traité cette question. Autre question que les bailleurs de fonds n'ont jamais osé traiter, c'est la question de la démographie.
Tous les pays en développement en dehors de l'Afrique ont résolu ce problème, n'est-ce pas? Si vous prenez les pays asiatiques qui se sont le mieux développés, ils avaient une fertilité, une natalité, un nombre d'enfants par femme exactement le même que celui que l'on observe aujourd'hui au Sahel. Ça, c'était la situation il y a 30, 40 ans. Ils ont réglé ce problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Asie et dans le monde en développement en général, la moyenne d'enfants est de 2, en Asie du Sud, c'est 2,2 enfants. En Amérique latine, c'est 2,2 enfants par femme, c'est-à-dire plus que dans les pays développés, mais beaucoup moins qu'en Afrique, n'est-ce pas? Mais, Surtout au mais Sahel. quand on regarde le Sahel, c'est 5 millions de kilomètres carrés, la donne n'est pas le même. C'est le désert, c'est des régions arides, il y a une pauvreté extrême, il y a des inégalités, beaucoup d'injustices. Et aujourd'hui, le dérèglement qui s'est produit, il n'est pas, en tout cas, corrigible sur une courte durée. Il faut du temps et beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ces moyens pour aller vers le traitement? Alors, en fait, les moyens, ils existent. On sait que l'aide publique au développement représente des montants très importants. Simplement, aujourd'hui, elle est octroyée à des pays émergents. Les principaux bénéficiaires de l'aide au développement, la liste est surprenante. Vous avez la Chine dedans, par exemple. Vous avez l'Indonésie, le Mexique, l'Argentine, des pays de ce genre. Des pays déjà pratiquement développés. Et donc, on ne s'est pas concentré sur les pays difficiles, précisément parce que ils étaient difficiles à aider, parce que on disait la capacité d'absorption est faible, l'administration ne pourra pas gérer une aide importante. On a pris toutes sortes de prétextes et toutes sortes d'obstacles, de difficultés pour ne pas aider les pays qui en avaient le plus besoin. Tout le monde le reconnaît, hein, ça a été dans des rapports officiels de l'OCDE, les pays les plus pauvres sont les moins aidés. Donc c'est vraiment un paradoxe, mais c'est une réalité tragique. Prenez par exemple l'éducation. Le secteur éducatif dans les pays du Sahel est déliquescent, ça va très très mal. Oui. Les écoles ne fonctionnent pas bien. Et en fait, il y a eu très peu d'aide au développement dans ce secteur. C'est complètement sous-financé. Et ça c'est tout à fait correctible. Enfin, on peut le corriger facilement. Alors, sur la question de la démographie, c'est pas un problème de nombre de personnes, c'est un problème de rythme d'accroissement de la population qui va plus vite que le développement économique. Donc, un pays s'appauvrit si la croissance de la population va plus vite que le développement et si la population est majoritairement composée d'enfants qui ne sont pas en âge de produire, n'est-ce pas? Lorsque la majorité de la population, c'est le cas au Sahel, a moins de 16 ans, eh bien, à ce moment-là, forcément, c'est une charge pour l'économie. Donc, il faut structurer la population pour que la majorité d'entre elles soit en capacité, en âge de travailler. C'est ce qu'ont fait tous les pays qui se sont développés. Ça fait partie des conditions du développement et de l'émergence. Voilà. Pour, Alors, pour oui. sortir de la rhétorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir entrer dans un cycle de réalisation et aller attaquer la racine du mal. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps nécessaire face à ces facteurs d'urgence, les moyens de traiter et par où commencer? Parce que ça exige, tout cela exige énormément de moyens. Il ne s'agit pas de jouer au catastrophisme, mais il y a un constat qui s'impose de lui-même. Alors, on peut être pessimiste, c'est vrai, mais surtout parce que, non pas par manque de moyens, ni par manque de temps. Moi, je ne pense pas que ce soit les deux problèmes les plus importants. Je pense que le problème le plus important, c'est la prise de conscience. On n'a pas pris conscience de la gravité de la situation. Voilà. Pour moi, c'est ça le problème principal. Si on prend conscience réellement au niveau international de la gravité de la situation, on peut mobiliser des moyens très importants. Les moyens, ils existent. L'aide au développement, c'est un budget. Pour la France, c'est environ 9 milliards de dollars par an. Simplement, on n'en met qu'une faible partie sur le Sahel. Et les autres pays, c'est pareil. Le Sahel est très peu aidé, je le redis. Alors, c'est pas facile d'aider massivement un pays. L'aide a des effets contre-productifs, etc. Mais on sait là où il faut agir. Il faut agir sur l'éducation, il faut agir surtout sur l'éducation des filles, mais l'éducation en général. Il faut agir sur les fonctions régaliennes pour que les États aient une colonne vertébrale, aient une armée, une police, une justice qui fonctionne, qu'il n'y ait pas d'impunité, que le territoire soit sous contrôle, qu'il y ait une administration qui se déploie dans le territoire. Tout ceci n'a pas été traité. Voilà. Alors, donc c'est pas tellement un problème de moyens, c'est un problème plutôt de conception et de prise de conscience. Alors le temps, eh bien écoutez, le temps, il existe parce que
tant qu'il y a une force internationale qui aide les armées nationales au Sahel, les djihadistes ne vont pas prendre le pouvoir. Ça protège les villes. Donc, ça peut durer des décennies, n'est-ce pas? La lutte contre les djihadistes, il n'y aura pas de victoire militaire. En termes militaires, il n'y aura pas de victoire, mais il y aura un répit, une période longue de plusieurs décennies éventuellement, pendant laquelle on peut faire toutes ces réformes. Si on tient à distance, n'est-ce pas, les groupes djihadistes pendant 10 ou 20 ans, et que pendant ces 10 ou 20 ans, on traite les causes du mal, les causes profondes, eh bien, il y a à ce moment-là une perspective de décollage, de sortie de crise qui se dessine pour les pays du Sahel. Mais là où je suis un peu pessimiste, c'est que je n'observe pas réellement cette prise de conscience. On voit bien qu'en dehors de la France, pas beaucoup de pays européens se préoccupent vraiment de ce qui se passe au Sahel. Les Américains, ils sont très loin, on ne peut pas vraiment leur reprocher, mais les autres pays européens, ils se mobilisent pas beaucoup. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, qui sont encore plus proches de l'Afrique, n'est-ce pas? Il y a 14 kilomètres entre l'Afrique et l'Espagne. Et donc, ces pays-là se mobilisent peu. Et puis, les pays d'Europe de l'Est, du Nord, encore moins. À travers la crise du Sahel, ça a servi de prisme déformant par rapport à la politique africaine de la France. Aujourd'hui, la France, de statut de sauveur, est devenue vraiment un pays vers lequel on a une hostilité qui pose réellement des problèmes de marge de manœuvre, de guerre de perception. Comment voyez-vous cette réalité? Macron est-il aujourd'hui vraiment dans la bonne communication? Alors, il peut y avoir des problèmes de communication. Il y en a eu pour Macron, je ne reviens pas en détail là-dessus. Mais je crois que, en fait, pour prendre le cas de l'aide militaire française au Sahel et de Barkhane, la perception négative, c'est celle d'activistes qui sont dans les villes. Les populations du Nord qui sont au contact de Barkhane, au contact aussi des djihadistes, apprécient beaucoup cette protection offerte par Barkhane. Donc, il ne faut pas généraliser cette perception négative. En fait, elle est minoritaire. Ce que j'ai constaté au Mali, à Kov, j'y étais il y a une dizaine de jours, et j'ai beaucoup parlé de ce problème de la perception. En fait, ce sont des activistes minoritaires sur les réseaux sociaux qui animent ces réseaux anti-français, plus évidemment des puissances étrangères. Hein. On le sait, ça a été dénoncé, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est réel, c'est important. Et ces puissances étrangères, eux, ont les moyens de faire des fausses vidéos, des fausses nouvelles. Ils sont très actifs dans ce domaine. Voilà. Alors justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, cette espèce de critique et ce regard absolument très offensif contre la France. Est-ce que aujourd'hui, ça va bénéficier à des acteurs comme la Russie, mais concrètement, hein, c'est pas pour sortir un peu de la guerre en fait des mots, mais est-ce que la Turquie, la Russie pourront être les grands bénéficiaires des malheurs de la France dans la région? Alors moi, en tant que diplomate, je vois pas du tout les choses de cette manière-là. Pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les pays. Tous les pays sont bienvenus en Afrique s'ils apportent quelque chose de positif. Donc même la Russie, si elle est capable d'apporter une aide militaire au Mali ou aux autres pays sahéliens, mais c'est une bonne nouvelle, y compris pour la France. Bon, donc il n'y a pas de concurrence. On n'est pas dans une logique de guerre froide, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des tensions franco-russes. Dû à la politique de Poutine, à des sanctions appliquées par l'Union européenne sur la Russie, et que à travers le Sahel, le Mali, la Russie nous attaque et essaye de nous affaiblir. Bon, ça existe, mais bon, c'est des petites guerres de communication et de propagande. Mais sur le fond, plus il y a de pays qui veulent s'investir économiquement ou bien en matière de coopération et d'aide, mieux c'est, n'est-ce pas? Tant mieux si la Turquie ou si la Russie ou si la Chine viennent au Sahel ou ailleurs. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Il n'y a pas de chasse gardée française. On n'est pas du tout dans une idée ou une optique néocoloniale. Alors je sais que beaucoup d'Africains le croient. Ils pensent que la France est toujours dans une logique de domination néocoloniale. Mais c'est une idée fausse, complètement fausse, et je peux vraiment témoigner, ayant passé ma vie au Quai d'Orsay sur les questions africaines, jamais on a raisonné de cette manière-là. Alors, vous me direz, il y a le cas très particulier de la Centrafrique. En Centrafrique, c'est quand même l'armée française, avec l'opération Sangaris, qui a empêché le pays de s'effondrer, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu l'attaque
des rebelles venus du Nord. Et c'était en 2013 également, hein, c'était en 2013. On a empêché le pays de s'écrouler. On a organisé des élections. L'actuel président, Taoudera, a fait venir des mercenaires russes. Alors c'est vrai que les Français se sont retirés assez rapidement après l'opération Sangaris. Ils ont mis une force de casque bleu, la MINUSCA, qui n'est pas très efficace. Bon. Et les mercenaires russes sont arrivés. Mais les mercenaires russes ne sont pas arrivés dans une optique d'aide. Ils sont arrivés pour faire du business avec les groupes armés. Les groupes armés, il n'y a pas de djihadistes là-bas. Il n'y a pas de fous qui tuent tout le monde. C'est des groupes qui veulent exploiter l'or, le diamant et le bétail. Alors, les mercenaires russes, ça leur va très bien comme agenda. Donc, ils coopèrent dans l'exploitation de l'or et du diamant avec les groupes armés en connivence avec le régime. Voilà. Alors, évidemment, la France, dans cette perspective, se dit pourquoi continuer de coopérer avec l'armée de Centrafrique? Pourquoi apporter une aide budgétaire à Bangui, n'est-ce pas, si ce régime, et finalement, les mots ne sont pas utilisés, mais si le régime est corrompu, si le régime coopère avec des bandes de mercenaires, de connivence avec des groupes armés pour piller le territoire, il est évident que la France ne va pas coopérer dans ce cas-là. Alors, ce n'est pas un retrait ou un échec de la politique française, c'est une décision de bon sens qu'on ne doit pas aider en toutes circonstances n'importe quel régime qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc moi, j'approuve complètement les décisions qui ont été prises de prendre du recul, de se mettre en retrait de la RCA. C'est pas au bénéfice de la Russie. La Russie ne gagne rien là-dedans. C'est juste le groupe Wagner, des mercenaires. Voilà. Et tout ça, c'est temporaire. Alors, la Centrafrique n'est pas terminée. Et il n'y a plus de guerre froide. Voilà. Il n'y a plus d'idéologie russe. Ça n'existe pas. Oui, pour terminer cet entretien, comment voyez-vous sans aller dans toujours l'incantation ou la rhétorique, quel est, selon vous, vous qui connaissez vraiment bien l'Afrique et aussi les pays du Sahel, comment voyez-vous la sortie de crise? Comment aujourd'hui envisager l'avenir en dehors de ce catastrophisme qui aujourd'hui est répété comme une sorte de tautologie générale et qui fait paniquer plein de gens? Alors d'abord, il y a des tas de pays, heureusement, qui ne sont pas du tout en crise en Afrique. Il faut rappeler que la plupart des États, les États côtiers en particulier, sont des États performants. Bon, il y a des États qui sont dans une situation moyenne, il y a des États qui sont rentiers. Donc il y a une minorité de pays qui sont en grande difficulté, qui sont soit faillis, soit sur le point d'être faillis, n'est-ce pas? La Centrafrique, c'est un État failli, la Somalie, c'est un État failli, et les États du Sahel sont au bord de devenir des États faillis. Alors, si on se concentre sur les malades, ceux qui vont mal, on en a parlé, la sortie de crise, c'est un travail de très longue haleine. Tenir à distance les groupes armés djihadistes, ne pas négocier avec eux parce que ça reviendrait à capituler, parce que eux, ils sont dans la logique du tout ou rien, ils ne sont pas pour le compromis, ils veulent pas mettre un peu de religion dans l'État, c'est pas le but. Ils veulent instaurer une dictature obscurantiste et totalitaire qui supprime toute forme de liberté et de choix. C'est ça leur programme. Donc, on l'a vu ailleurs. Donc, si on veut éviter ça, il faut leur tenir tête militairement, restructurer les armées locales, réoccuper le territoire, je me répète un peu, et puis traiter les racines profondes. Les racines profondes, c'est l'absence d'éducation, l'absence d'administration qui fonctionne, l'absence de régime exemplaire aussi dans les capitales qui ne prêtent pas à la critique. C'est toutes ces questions. Ces questions, elles peuvent être traitées. Pour terminer sur une note d'espoir, beaucoup de pays en Asie étaient dans la même situation que les pays sahéliens il n'y a pas si longtemps. Même Singapour, dans les années 60, 70, c'était une situation quasi désespérée. Il y avait la guerre entre l'Indonésie et la Malaisie, il y avait un soulèvement communiste dans la région. Et en fait, Singapour aujourd'hui est un pays qui a extraordinairement bien réussi. Donc, c'est possible. Tout est possible à l'homme qui le veut et qui l'entreprend. Voilà. Il y a des... Nicolas Normand, je rappelle que vous êtes ancien diplomate et cette note optimiste permet de garder de l'espoir par rapport à ce qu'on dit autour du Sahel, du Mali et des autres pays. Je vous remercie d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci beaucoup, Hichem. À bientôt. À bientôt. M. Benmaïch, pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.